stars in one of America's favorite TV shows, the hugely successful Walker, Texas Ranger. Please welcome Chuck Norris. I said, "Man, I haven't done a high school play." And he said, "Well, acting is more than just having experience as an actor's presence." And he says, "I don't know if you have it or not, but you should give it a try." And I said, "Well, what do I do?" He said, "Well, you take acting classes." Chuck Norris earned just $12 a week at his first job. Today, he's worth $70 million. His mega ranch has its own bottling facility. His car collection would make millionaires jealous. But nobody's talking about his most surprising purchase. A hidden property that cost more than all his movie paychecks combined. Or how he turned down a $10 million offer that would have doubled his net worth overnight. The Walker, Texas Ranger star, lives nothing like you'd expect. Chuck Norris was born on March 10th, 1940, in a tiny Oklahoma town called Ryan. Only 894 people lived there. His family was poor. Their small house had no indoor bathroom, no electricity, and got so cold in winter that they had to sleep in their clothes. He was born with jaundice so severe that doctors thought he might not live. He weighed just 5 pounds, but he survived. His mother believed he had a reason to stay alive. No one could have guessed that the sick baby in that freezing house would grow up to become a global action star. His father, Ray D. Norris, lived a life full of struggle. At 17, he lied about his age to join the army. He fought in World War II and survived a deadly blast during the Battle of the Bulge. But after coming home, the war never left him. He jumped from job to job, 27 in total over 12 years. He worked as a mechanic, bus driver, and trucker. He drove across 48 states and covered over 750,000 miles before Chuck even turned 10. Still, he never earned more than $7,200 in a year. He worked 14-hour days, sometimes holding 3 jobs at once. But his biggest regret, which he confessed before dying, was never seeing Chuck in his first movie. Ray also battled alcohol. By the time Chuck was 9, his father was drinking 2 bottles of whiskey a day. On Christmas Eve in 1952, a drunk Ray crashed their only car into a pole. Chuck, just 12 years old, had to walk nearly 8 miles every day to his job at a grocery store. He earned $12 a week. His parents divorced soon after, a huge scandal in their small church. His mother made $35 a week as a waitress. Chuck worked every job he could, delivering newspapers, shining shoes, working in fields. One winter, they ate nothing but beans and cornbread for 47 straight days. On his 13th birthday, his dad didn't show up. He sent a crumpled $5 bill in the mail. Chuck kept it for decades as a reminder of what he never wanted to become. In school, Chuck barely spoke. His teachers wrote that he would go an entire day without saying a word. He had terrible stage fright and even threw up before a book report in 7th grade. Il a refusé de le refaire et a échoué. Il bégayait tellement qu'il évitait certaines lettres en parlant. À 15 ans, il ne mesurait qu'1.67 mètres et pesait 44 kg. Les brutes le harcelaient sans cesse. L'une d'elles l'a même jeté dans une flaque de boue devant son béguin. Chuck était si timide qu'il déjeunait seul dans la chaufferie. En terminale, le photographe de la classe lui demanda de se retirer, ignorant qu'il était élève. Il déclara plus tard « J'étais invisible ». Les choses commencèrent à changer lorsque sa famille déménagea à Torrance, en Californie. En 1956, sa mère avait finalement quitté son père pour de bon. Mais la vie n'était pas plus facile en ville. Chuck éprouvait toujours des difficultés à l'école. Il échoua à son premier cours d'art oratoire. Il ne faisait pas de sport ni de club. Il travaillait à temps partiel pour aider sa famille. Il vivait dans un petit 2 pièces avec sa mère et ses frères. Ils avaient à peine de quoi survivre, mais un événement important se produisit cette année-là. Il rencontra une jeune fille nommée Diane Holchek lors d'un bal de Noël. Chuck avait 16 ans. Diane était pom-pom girl. Il a eu le courage de l'inviter à danser. Cette danse s'est transformée en relation. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans. Il l'a demandé en mariage lorsqu'il a pensé qu'elle pourrait le quitter pour un homme plus riche. Ils se sont mariés juste après son 18e et anniversaire. Le mariage était en petit comité. Seulement 23 personnes étaient présentes. Leurs alliances leur avaient été empruntées. Leur lune de miel avait duré une nuit dans un hôtel bon marché. Ce que Diane ignorait, c'est que Chuck s'était déjà engagé dans l'armée de l'air. 8 jours après le mariage, il est parti. Il s'est engagé dans l'armée parce qu'il se sentait pris au piège. Lors de la remise des diplômes, son père, Ivor, avait fait une scène.
Chuck avait $300 et une nouvelle épouse à sa charge. Il échoua à son premier examen militaire, mais fut recruté lors d'une campagne de recrutement. Il devint policier de l'air, car c'était l'un des rares emplois accessibles aux recrues sans diplôme. Il a échoué 2 fois au test de conditions physiques. Il a eu 2 ennuis au cours de ses 6 premiers mois. Il a un jour déclaré n'avoir jamais donné un coup de poing avant de s'engager dans l'armée de l'air. Lors de son premier entraînement au combat, un adversaire plus petit que lui l'a vaincu en 12 secondes. En 1959, il a été envoyé en Corée du Sud. Les habitants avaient du mal à prononcer son vrai nom, Carlos. Ils l'appelaient Chuck Les. Son commandant l'entendit et commença à l'appeler Chuck. Au début, il détestait ce nom. Il a même demandé à conserver son vrai nom dans les registres officiels. Sa demande a été refusée. On a dit que les surnoms amélioraient le moral. Un soir, perdu, il entra dans une école de judo. Il se fit battre violemment par un instructeur plus petit, mais quelque chose se produisit. Il revint le lendemain et commença à apprendre les arts martiaux auprès d'un maître coréen nommé Kim Bokman. Ce dernier l'appelait simplement Chuck, ce qui signifie « point forte ». En 1962, son service militaire prit fin. Il est revenu en Californie avec une ceinture noire et un rêve. Chuck a postulé pour devenir policier. En attendant, il a ouvert son premier studio d'arts martiaux. Le jour, il travaillait chez Northrop Aviation. Le soir, il enseignait le karaté. En 2 ans, il avait suffisamment d'élèves pour quitter son emploi. C'était un geste audacieux. Peu d'Américains avaient entendu parler du Tang Soo Do à l'époque, mais Chuck ne s'arrêta pas là. Il a fondé une chaîne de plus de 30 écoles de karaté dans le sud de la Californie. Des célébrités comme Steve McQueen, Bob Barker et même Priscilla Presley sont devenus ses élèves. L'année même de son retour de Corée, Chuck est également devenu père. Son fils, Mike, est né en 1962. Chuck avait épousé son amour de lycée, Diane, en 1958, juste avant son départ pour la Corée. Maintenant, avec un bébé à charge, la pression montait. Il avait besoin de plus de revenus. C'est alors qu'il s'est tourné vers les tournois. Ses premières compétitions n'ont pas été un succès. Il perdit face à Joe Louis et Alan Steen aux championnats internationaux de karaté. Tony Tilliners le battait à 3 reprises. En 1966, il fut éliminé prématurément par John Commands. Ses pertes ne l'ont pas brisé, elles l'ont nourri. Mais à cette époque, Chuck a commis une grave erreur. En 1963, il eut une brève liaison avec une femme nommée Johanna. Il ne lui dit pas qu'il était marié. Elle tomba enceinte. Sa fille, Dina, est née sans que Chuck ne s'en doute. Johanna a gardé le secret pendant 26 ans. En 1991, Dina a entendu sa mère parler et a décidé d'écrire à Chuck. Elle voulait rencontrer son père. Lorsqu'ils se sont enfin rencontrés, Chuck n'a pas demandé de test ADN. Il l'a serré dans ses bras et ils ont tous deux pleuré. Cela lui suffisait. Aujourd'hui, Dina fait partie de la famille Norris. Son fils, le petit-fils de Chuck, est un mannequin à succès. De retour dans le monde des tournois. Quelque chose a changé en 1967. Chuck a commencé à gagner beaucoup. Il a battu des boxeurs de haut niveau comme Joe Louis, Skip Mullins et Steve Sanders. Lors d'un événement, il a même utilisé une projection de judo pour vaincre un adversaire de 42 ounces. Preuve qu'il ajoutait de nouvelles armes à son arsenal. Il a de nouveau affronté Joe Louis, mais cette fois, il ne s'est pas tenu devant lui. Il a bougé, il a riposté, il a gagné. À la fin de l'année, il avait battu Louis à 3 reprises sans perdre une seule fois. Chuck n'était plus seulement un professeur, il devenait une légende. Puis vint le 3 juin 1967. Lors du tournoi de karaté, Chuck affronta et battit 7 adversaires en une seule journée. Il s'imposa en finale contre Skipper Mullins. Chuck gagnait. 3 semaines plus tard, il s'est rendu à New York et a remporté une nouvelle victoire éclatante au Madison Square Garden. Il a battu Steve Sanders 2-1, puis a de nouveau battu Joe Louis pour finalement remporter la victoire. Mais le voyage n'était pas terminé. Début 1968. Chuck affronte un jeune boxeur nommé Louis Delgado et perdit. Ce fut sa 10e défaite en carrière et sa dernière. Plus tard cette année-là, ils ont eu une revanche intense. Chuck a mis Delgado au tapis dès le premier round. Delgado riposta d'un coup de pied qui fendit la bouche de Chuck. Mais au final, Chuck l'emporta 101-93.
Certains disent même que Delgado s'est cassé le bras pendant le combat. Ce soir-là, Chuck remporta le championnat professionnel de karaté poids moyen, puis vint le 1 avril 1968. Norris défendit son titre de champion américain de karaté lors du tournoi des champions. Le format du tournoi à la ronde était difficile, mais il en est sorti vainqueur. La même année, il a de nouveau remporté les championnats internationaux de karaté et le tournoi national des champions. Et il ne s'est pas arrêté là. Le 17 janvier 1970, il défendit son titre une dernière fois avant de prendre sa retraite. Lorsqu'il prit officiellement sa retraite en 1974, il n'avait jamais perdu un seul combat professionnel de full contact chez les poids moyens. Il avait complètement changé la perception du karaté en Amérique. Mais Norris n'en avait pas fini avec le karaté. À la fin des années 1950, alors qu'il servait comme policier militaire en Corée du Sud, il avait étudié le Tang Soo Do. Ce n'était que le début, à son retour aux États-Unis. Il a appris auprès de maîtres de Shotokan, de Chitoryu, de Kenpo américain et de Judo. Il s'est inspiré de chaque style et a commencé à créer le sien. Ce mélange est devenu le Tang Soo Do américain. En 1973, il a lancé le Congrès national de Tang Soo Do. Mais en 1979, il était prêt à entreprendre quelque chose de plus grand. Il dissout le Congrès et fonde la Fédération des arts de combat unis, introduisant le Chun-Kuk Do, la voie universelle. Ce système associe des techniques de combat puissantes à une philosophie d'autodiscipline, de respect et de développement personnel. En 2015, le système est officiellement rebaptisé Système Chuck Norris. Avec sa renommée grandissante, le public voulait apprendre de lui. Pas n'importe qui, mais des célébrités. Ces écoles de karaté formèrent plus de 325 ceintures noires, mais certains noms se démarquèrent. Steve McQueen, par exemple. McQueen n'était pas qu'un simple étudiant. Il a poussé Norris à devenir acteur alors que les finances étaient serrées après sa retraite. Bob Barker, présentateur de l'émission Le Juste Prix, s'est également entraîné avec lui. Priscilla Presley a sollicité son aide pour le fitness et l'autodéfense. Même les frères Osmond se sont entraînés avec lui, intégrant les arts martiaux à leur routine. Norris a également entraîné une équipe de ceinture noire qui est restée invaincue pendant 29 tournois consécutifs. Son rôle de professeur était tout aussi puissant que son rôle de combattant. Puis vint Bruce Lee. Ils se sont rencontrés en 1967 au Madison Square Garden. Norris venait de remporter l'All-American Karate Open. Lee était là pour une démonstration. Ils ont ensuite discuté. Cette conversation s'est transformée en une amitié et une rivalité fondée sur un profond respect. Pendant 2 ans, ils se sont entraînés ensemble à Los Angeles. Norris a aidé Lee à améliorer ses coups de pied. Il lui a dit de frapper là où ils sont assez stupides pour te le permettre. Lee a suivi ce conseil à la lettre. Chuck Norris n'est pas entré à Hollywood par hasard. Il s'est battu pour y arriver. En 1968, il a fait une apparition fulgurante dans Les Démolisseurs, une comédie d'espionnage avec Dean Martin. À l'époque, Chuck n'était pas encore une star. Il travaillait encore chez Northrop Corporation pour payer ses factures et dirigeait quelques écoles de karaté à côté. Mais en dehors du monde du cinéma, quelque chose d'important s'était déjà produit. Il venait de vaincre Joe Louis au Madison Square Garden et de remporter le championnat All-American de karaté. La même année, il perdit un combat contre Luis Delgado, sa 10e défaite en carrière. Mais il revint en force. Le 24 novembre 1968, il battit Delgado et remporta le titre professionnel de karaté poids moyenne. Il conserva ce titre pendant 6 années consécutives. Son rôle au cinéma fut minime, mais un tournant était en cours. Puis vint 1972. Bruce Lee l'appela, ni directeur de casting, ni producteur, mais Bruce Lee lui-même. Ils s'étaient rencontrés lors d'un tournoi de karaté des années auparavant et étaient devenus amis. Bruce avait besoin d'un méchant pour la voix du dragon, quelqu'un capable de se battre. Chuck a accepté. Le résultat? Historique. Le film a battu des records à Hong Kong, engrangeant plus de 5,3 millions de dollars hongkongais à l'échelle mondiale. Il a rapporté environ 130 millions de dollars. Leur scène de combat finale est devenue l'un des plus emblématiques du cinéma. Ce n'était pas seulement une question de jeu, c'était une véritable technique, une véritable puissance et un véritable respect. Les gens ont vu 2 maîtres à l'écran, et Chuck n'était plus un simple cascadeur. C'était une star en devenir. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la célèbre scène de combat au Colisée était illégale.
Ils n'avaient pas l'autorisation de filmer à l'intérieur du Colisée romain. Mais Bruce Lee était déterminé. Il a soudoyé des fonctionnaires locaux et a fait entrer les caméras en fraude. Comme si l'équipe n'était que des touristes, ils n'avaient que quelques heures avant de devoir partir. La majeure partie du combat s'est donc terminée plus tard, in studio. Mais le montage a rendu le tout fluide. Ce combat de 10 minutes est devenu un classique. Chuck l'a plus tard qualifié de meilleure scène d'arts martiaux jamais filmée. Et honnêtement, difficile de le contredire. Pourtant, Chuck ne voulait pas rester dans l'ombre de Bruce. Il voulait suivre sa propre voie. Et quelqu'un d'inattendu l'a aidé à la trouver. Steve McQueen. Oui, c'est Steve McQueen. Il avait été l'un des élèves de karaté de Chuck et pensait que Chuck avait plus à offrir que de simples scènes de combat. En 1974, McQueen le poussa à prendre des cours de théâtre à la MGM. Chuck l'écoutait. Il voulait des rôles avec des histoires vraies, pas seulement des coups de poing et des coups de pied sans fin. Ce changement d'état d'esprit l'a conduit à tourner un petit film intitulé Breaker. Breaker en 1977. La plupart des acteurs l'auraient refusé. Peter Budget, réalisateur inconnu. Mais Chuck voulait un rôle principal qui montre plus que de simples points. Le film a surpris tout le monde. Il a rapporté suffisamment d'argent pour prouver que Chuck n'était plus seulement un simple acolyte. Il pouvait porter un film. Un an plus tard, il jouait dans Good Guys Wear Black. Le film ne connut pas un grand succès. Il ne sortit que sur 5 écrans à Denver le 2 juin 1978. Les distributeurs ne voulaient pas y toucher. Les producteurs ont donc fait preuve d'audace. Ils ont loué eux-mêmes des salles, payé des honoraires fixes et conservé chaque dollar de la vente des billets. Chuck est allé encore plus loin. Il s'est lancé dans une folle tournée publicitaire, plus de 2-0 interviews en une seule année. Il s'est donné tellement à fond qu'il a fini à l'hôpital avec une laryngite. Mais ses efforts ont payé. Le film a rapporté 18,3 millions de dollars pour un budget d'1 million seulement. Même si les critiques ont critiqué son jeu d'acteur, le public n'y a pas prêté attention. Il a vu quelque chose de nouveau. Un artiste martial américain redoutable sur grand écran. Différent des importations de kung-fu venues de Hong Kong, Chuck a déclaré aux journalistes que son personnage, John T. Boca, était sensible, mais dangereux si on le poussait. Il voulait ressembler à Clint Eastwood. Ce rêve s'est estompé lorsque Steve McQueen, son mentor, lui a conseillé de laisser parler ses partenaires. Il faut se concentrer sur la présence. Ce conseil a façonné sa carrière. Après ce succès, Chuck ne ralentit pas. En 1979, un film d'une seule pièce sort au cinéma. Avec un budget modeste d'environ 3 millions de dollars, il engrangea jusqu'à 23 millions de dollars de recettes. Il a joué un champion de karaté aidant la police à traquer un tueur. Le public a adoré. En 1980, il a joué dans L'Octogone, un film sur des ninjas assassins mystérieux. Ce film a également fait mouche, surtout auprès d'un public qui s'éloignait des films sombres et crus et recherchait quelque chose de drôle et de palpitant. La folie ninja était sur le point d'exploser et Chuck a contribué à allumer la mèche. En 1981, Œil pour œil achevait un trio de succès. Chacun de ces films a été réalisé en dehors du système hollywoodien. Mais le nom de Chuck à lui seul a commencé à rapporter gros. Les studios ont fini par s'en rendre compte. En 1982, Columbia Pictures lui a offert un rôle dans Silent Rage. C'était un film à la fois science-fiction et arts martiaux. Un mélange de kung-fu et de Frankenstein, comme le disait le réalisateur. Le film a été tourné en seulement 30 jours et a rapporté 10,5 millions de dollars. La même année, la MGM l'a fait venir à Hong Kong et à Macao pour Force Vengeance. Le film n'a pas fait faillite, avec 6,66 millions de dollars de recettes pour un budget de 5 millions. Mais il a montré que les studios misaient sur Chuck pour des rôles plus importants et des décors plus exotiques. Puis est arrivé Lone Wolf McQuade en 1983. Orion Pictures a soutenu le projet et les fans l'ont adoré. À ce stade, Chuck n'était plus seulement un adepte des arts martiaux. Il était une véritable star de l'action. Et le meilleur restait à venir. En 1984, Chuck signa un contrat majeur avec Cannon Films. Son premier film avec eux, Portes Disparus, change tout. Il racontait l'histoire d'un prisonnier de guerre vietnamien revenant au Vietnam pour sauver des soldats américains capturés. Chuck ne jouait pas seulement la comédie, il exprimait sa douleur personnelle. Son jeune frère, Wyland, était mort au Vietnam en 1970.
Chuck lui a dédié ce film. Le film a coûté moins de 4 millions de dollars à produire, mais a rapporté 22,8 millions de dollars dans les salles américaines. Il a marqué le début d'une trilogie et propulsé la carrière de Chuck vers de nouveaux sommets. Il n'était plus seulement un combattant à l'écran, il était désormais un héros avec des armes, des explosions et des émotions plus profondes. Portez disparu n'était pas seulement un succès, c'était un tournant. L'expert en cinéma Ryan Campbell l'a très bien résumé. Avant de ce film, Chuck n'était qu'un simple artiste martial. Après, il est devenu un symbole de l'action des années 80. Cannon Films l'a placé au cœur de sa programmation et cela a fonctionné. Les professionnels du cinéma ont déclaré que personne n'avait autant profité de sa collaboration avec Cannon que Chuck Norris. 1990. Ces films avaient rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde. À l'été, 1970. Le monde de Chuck Norris a basculé. Son jeune frère, Weiland, a été tué au Vietnam. Il n'avait que 26 ans. Weiland faisait partie de la 101 et division aéroportée et il est mort lors d'une bataille acharnée à la base de Ripcord. Selon Chuck, Weiland a repéré une embuscade ennemie et a crié pour avertir les autres. Cet instant lui a coûté la vie, mais a sauvé toute son unité. Il a reçu la Silver Star et le Purple Heart pour son courage. Chuck ne s'est jamais remis de cette perte. Elle l'a hanté. Mais il a trouvé le moyen de transformer la douleur en but. Des années plus tard, il a joué dans Portez disparu, un film sur les prisonniers de guerre au Vietnam. Pour la plupart, cela ressemblait à un énième film d'action. Mais pour Chuck, c'était une affaire personnelle. C'était sa façon d'honorer Weiland. Même si les films de guerre n'étaient pas populaires à l'époque, Chuck s'est battu pour que le film soit réalisé. Les critiques l'ont qualifié de copie à petit budget de Rambo, mais le public l'a adoré. Le film a touché une corde sensible. La passion de Chuck transparaissait à l'écran. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était du chagrin transformé en hommage. Cette douleur a façonné le genre de héros que Chuck est devenu au cinéma. Ses personnages n'étaient pas complexes. Les méchants étaient méchants. Les gentils ont gagné. C'était le monde dans lequel ils voulaient vivre. Un monde où la justice était simple et où les héros tenaient bon. Cette clarté est née de la défaite. Avant Hollywood, Chuck était déjà une légende des arts martiaux. En 1968, il devint champion du monde de karaté poids moyen et resta invaincu jusqu'en 1974. Il fut le premier occidental à obtenir une ceinture noire 8e dan en taekwondo. Il s'entraîna dur, enseigna et ouvrit 32 écoles d'arts martiaux. Son système combinait différents styles et valeurs personnelles. Il ne s'agissait pas seulement de se battre, c'était une question de discipline, de respect et de détermination. Il a appliqué cette philosophie à chacun de ses rôles, notamment celui de Walker, Texas Ranger. En 1993, après avoir refusé la télévision pendant des années, il a trouvé la série idéale. Elle a été tournée à seulement 2 heures de chez lui. Au Texas, le personnage, Cordell Walker, était à l'image de Chuck lui-même. Moitié Cherokee, moitié Irlandais, vétéran du Vietnam et pratiquant d'arts martiaux. La série a duré 9 saisons et 203 épisodes. Elle était propre, morale et pleine de coups de pied. Énormément de coups de pied circulaires. Chuck devint une présence hebdomadaire dans les foyers américains. Mais si sa vie à l'écran semblait héroïque, sa vie personnelle était loin d'être parfaite. En 1989, son mariage de 30 ans prit fin. Chuck avait rencontré Diane au lycée et l'avait épousée alors qu'il servait dans l'armée de l'air. Ils eurent 2 fils. Elle le soutint à chaque tournant de sa carrière. Mais en coulisses, il y avait des problèmes. Chuck avoua l'avoir trompé au début des années 60. Ce secret allait refaire surface des années plus tard. En 1991, Chuck reçut une lettre d'une femme nommée Dinah. Elle disait être sa fille. Elle avait 26 ans. Chuck n'en avait jamais eu connaissance. L'affaire remontait à 1962, alors qu'il était dans l'armée de l'air. Il n'avait pas dit à la femme qu'il était marié. Dinah avait appris la vérité à 16 ans en entendant un appel téléphonique. Sa mère l'avait supplié de ne pas lui répondre. Mais Dinah a fini par le faire. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Chuck a dit qu'il n'avait pas besoin de test. Il le savait. Ils se sont serrés dans les bras et ont pleuré. Chuck a dit qu'il avait l'impression de la connaître depuis toujours. Elle est devenue membre de la famille, accueillie avec enthousiasme par ses autres enfants. Malgré les montagnes russes émotionnelles,
la vie de Chuck continuait d'avancer. En 1997, à 58 ans, il rencontra Gina O'Kelly lors d'un dîner. Elle avait 30 ans. Le lendemain, elle était sur le tournage de Walker. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont rapidement mariés. En 2001, alors que Chuck avait 61 ans, ils ont eu des jumelles, Dakota et Danielle. La nouvelle avait été un choc. Lors d'un examen, le médecin avait découvert non pas un bébé, mais deux. Chuck avait failli perdre connaissance. Mais les deux bébés sont arrivés sains et saufs. En 2015, les jumeaux ont obtenu leur ceinture noire deuxième dan. En 2021, ils sont devenus ceinture noire cinquième dan et ont été nommés maîtres. Chuck rayonnait. Il avait abandonné le cinéma pour s'occuper de leurs enfants. Et il ne regrettait rien. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. En 2005, Internet a débordé d'anecdotes sur Chuck Norris. C'était des blagues, des affirmations ridicules et exagérées sur sa force. Quand Chuck Norris fait des pompes, il pousse la terre vers le bas. Chuck Norris ne dort pas, il attend. Tout a commencé comme une parodie de star de films d'action. Mais Chuck est devenu l'icône principale. Des livres ont été écrits. Des sites web ont été créés. Des enfants qui n'avaient jamais vu Walker ont soudain reconnu son nom. Chuck ne s'en est pas offusqué. En fait, il a ri. Son préféré, ils ont essayé de mettre son visage sur le mont Rushmore. Mais le granit n'était pas assez résistant pour sa barbe. Ce moment a scellé sa place non seulement comme star, mais aussi comme légende. La fortune de Chuck Norris en 2025 s'élève à environ 70 millions de dollars. Ce chiffre n'a pas surpris que les fans. Même sa propre famille aurait été stupéfaite. Une émission spéciale sur YouTube en 2024 a révélé comment Chuck a discrètement bâti sa fortune. Non pas grâce à des dépenses ostentatoires ou à la une des journaux, mais grâce à des transactions immobilières intelligentes, des investissements stables et des années de gains en coulisses. Il ne comptait pas sur une seule source de revenus. Ses revenus provenaient de plusieurs sources. D'abord, son métier d'acteur. Des films comme La Voix du Dragon, 1972, et sa série télévisée de longue date, Walker, Texas Ranger, l'ont rendu célèbre. Ces rôles lui rapportent encore aujourd'hui de l'argent grâce aux rediffusions et aux contrats de syndication. Puis sont venus ses livres. Chuck n'est pas seulement un combattant, c'est un auteur à succès. Il a écrit sur tous les sujets, des arts martiaux à la politique. Des titres comme Black Belt Patriotism et The Justice Riders se sont bien vendus et ont enrichi son compte en banque. Il a également transformé son image en entreprise. Il a lancé deux marques, Seaforce Premium Water et Lone Wolf Ranch Pets. La marque d'eau est issue directement de son propre ranch texan. L'entreprise d'aliments pour animaux a été créée avec sa femme, Gina, et s'est inspirée de leur chien. Les deux produits se voulaient sains et de haute qualité, à l'image de Chuck. Chuck savait aussi où placer son argent. En 2013, il a vendu une maison à Dallas pour 1,2 million de dollars. Ce n'était pas qu'une maison. C'était une propriété luxueuse de 700 mètres. Elle comprenait 4 chambres, 8 salles de bain, une piscine, une salle de sport et une salle multimédia remplie de souvenirs de Walker, Texas Ranger. Il y avait aussi le Lone Wolf Ranch à Navasota, au Texas. Ce n'est pas seulement sa maison. C'est aussi là que l'eau Seaforce est mise en bouteille. Le ranch dispose d'une usine d'embouteillage de 4600 mètres, d'une salle d'entraînement aux arts martiaux et même d'un lac privé. La propriété s'étend sur un terrain de 2500 mètres, conçu pour être autonome. Elle reflète le mélange de discipline et d'innovation de Chuck. Il possède même une maison à Malibu, en Californie, directement sur la plage. C'est une escapade paisible avec vue sur l'océan qui équilibre son style de vie rude au Texas. L'amour de Chuck pour les machines puissantes s'étend aussi à son garage. Il possède une Dodge Charger SRT Hellcat de 707 chevaux. Il y a aussi sa Ford Mustang Boss 429, une muscle-car rare dotée d'un moteur légendaire. Il conduit également un Toyota Land Cruiser, parfait pour les sentiers accidentés de son ranch. Et pour se montrer avec style, une Rolls-Royce Phantom l'attend. Mais Chuck ne se contente pas de collectionner des objets. Il crée des entreprises. L'eau Seaforce se distingue par son approvisionnement en eau provenant d'un aquifère situé sous son ranch et filtré naturellement par la roche volcanique. Sa marque est présentée comme propre, alkaline et durable, une idée qui correspond aux valeurs de Chuck et à la demande croissante de produits sains. Sa marque d'aliments pour animaux, Lone Wolf Ranch Pets, privilégie une nutrition authentique. Au lieu de croquettes ultra transformées,
Ils utilisent des formules séchées à l'air libre qui préservent les nutriments. L'idée est née de l'envie d'offrir quelque chose de mieux à leurs propres animaux. Ça a fonctionné. Et maintenant, cela aide aussi d'autres propriétaires de chiens. Chuck gagne également de l'argent grâce à ses publicités. Il a prêté son nom à des équipements de fitness, des vêtements et même du bœuf séché. Les chiffres exacts sont confidentiels, mais ces contrats contribuent incontestablement à ses revenus.